Bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis heureux de vous retrouver. Pendant plus d'un an, les gens à travers le monde et au Maroc ont souffert de la crise du coronavirus et de son lot de mauvaises nouvelles. Mais heureusement, nous commençons enfin à entrevoir le bout du tunnel. Le 15 juin, les compagnies aériennes internationales et les sociétés de transport maritime ont repris leur liaison vers le Maroc. Le roi Mohamed VI a donné ses instructions pour que la compagnie aérienne nationale, la RAM, et toutes les sociétés de transport et de tourisme pratiquent des prix raisonnables à l'occasion du retour des Marocains du monde pour les vacances d'été. Cette annonce est très importante pour plusieurs raisons. Il faut savoir que plus de 5 millions de Marocains vivent à l'étranger et que leurs transferts de fonds vers le Maroc se sont élevés l'année dernière à plus de 7,5 milliards de dollars. Par ailleurs, le secteur du tourisme et des voyages, qui a été durement touché par la crise sanitaire, va pouvoir respirer avec la reprise des liaisons internationales sur le Maroc, chose qui va constituer un véritable moteur de croissance économique pour le royaume. Beaucoup des MRE vont donc pouvoir se rendre au Maroc, leur pays d'origine, et découvrir, pour ceux qui n'avaient pas pu rentrer depuis longtemps, les transformations et avancées qu'a connues le royaume au cours de la dernière décennie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons donc jeter la lumière sur tout ce qui a changé durant cette période au Maroc. Pour cela, nous échangerons avec nos chroniqueurs réguliers, George Landrith et J.D. Gordon. Parmi nous aujourd'hui également, le Dr Ilan Berman, vice-président principal de l'American Foreign Policy Council, basé à Washington. Il est également expert en sécurité régionale et des affaires marocaines. Il a été conseiller auprès de la CIA, la Central Intelligence Agency et du Pentagone. Récemment, il a visité le Maroc pendant plusieurs semaines. On commence tout d'abord notre discussion avec George Landrith. George, pourriez-vous nous parler des changements les plus importants que le Maroc a connus et de ce qui fait qu'ils sont si importants? Excellente question, Adam. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de parler de la monarchie au Maroc, car elle est impressionnante, remarquable et inédite dans l'histoire. Cette monarchie, telle que je la considère historiquement, est un système qui jouit de la confiance sacrée du peuple. Tout au long de l'histoire, la principale préoccupation de cette monarchie a été la sécurité, le bonheur et la prospérité du peuple. En tant qu'Américain, j'apprécie certainement le fait que la monarchie marocaine a été le premier partenaire étranger à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Depuis ce temps-là, une solide amitié maroco-américaine s'est développée. Si nous remontons à la première moitié du XXe siècle, nous constaterons que la monarchie marocaine s'est opposée au régime nazi et à sa déportation des Juifs. Cette monarchie a soutenu les citoyens marocains en garantissant un refuge sûr aux Juifs marocains et aux autres personnes qui tentaient d'échapper au régime fasciste en Europe. À dire vrai, le Maroc a été un modèle que le reste de l'Europe cherche à suivre. Revenons à la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle la monarchie marocaine, dans les années 50, a libéré des parties de son territoire du colonialisme européen. C'est ainsi que cette monarchie a joué un rôle central dans la libération des terres marocaines. Remontant encore à une dizaine d'années au printemps arabe, ce printemps est venu franchement avec de bonnes intentions à ses débuts, mais il a été entaché suite à des violences dans de nombreux pays arabes. C'est exactement le contraire qui s'est produit au Maroc, et le peuple marocain en a tiré profit parce que le printemps arabe a conduit au royaume à un renforcement de la réforme constitutionnelle, à un élargissement
l'avancement de la démocratie et il a également consacré l'égalité entre les femmes et les hommes. Le printemps arabe s'est concentré sur les intérêts du peuple marocain. C'est pourquoi je vois que la monarchie marocaine a su, à travers l'histoire, exploiter toutes les situations pour apporter le meilleur changement afin de créer une différence. Nous avons récemment vu l'annonce d'un plan de haut niveau qui concerne la croissance économique, l'égalité des chances pour tous et un meilleur accès aux soins médicaux. À la suite de la pandémie du coronavirus, nous avons vu également un plan ambitieux pour réduire les prix des voyages vers le Maroc. C'est ainsi que je vois la monarchie marocaine comme un régime exceptionnel. Il s'agit d'un modèle important et brillant pour le reste du Moyen-Orient qui montre ce qui peut être réalisé quand il existe vraiment un leadership éclairé. Merci George de nous avoir exposé cette dimension historique. Nous nous tournons à présent vers notre invité Ilan Berman. Ilan, vous avez visité le Maroc au cours de cette année et vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnalités éminentes du gouvernement et de la société marocaine. Imaginez que quelqu'un ne soit pas revenu au Maroc depuis des années et qu'il vous pose la question sur la situation du pays et sur les changements observés lors de cette dernière visite. Que lui diriez-vous? J'ai beaucoup voyagé au Maroc au cours des 15 dernières années et j'ai pu constater, comme l'a souligné Georges, que le Maroc est un pays dynamique qui est toujours dans l'initiative plutôt que la réaction. La principale raison en est le sentiment de confiance. Lorsque j'ai commencé mes visites au Maroc il y a 15 ans, j'ai entendu beaucoup parler du Maroc comme un cas exceptionnel. Comment il diffère du reste des pays de la région du Maghreb et comment le royaume a toujours pu être à l'abri du courant déstabilisateur dans toute cette région. Aujourd'hui, quand vous allez au Maroc, vous entendrez beaucoup parler du modèle marocain et comment ce modèle de prospérité économique et de dynamisme politique peut être un exemple à imiter dans les pays qui n'ont pas eu la chance du Maroc, que ce soit dans le proche ou lointain voisinage du royaume. Personnellement, c'est la plus grande différence que j'ai remarquée par rapport à ce qu'était le débat il y a 15 ans. Aujourd'hui, il existe un sentiment de confiance, à la fois parmi les responsables gouvernementaux et les citoyens, que le modèle marocain est réussi et bénéfique à tout le peuple. Par conséquent, on constate un fort soutien mutuel entre les institutions de la monarchie marocaine et le gouvernement, malgré les difficultés politiques dans la région. Cela sert l'intérêt général. C'est une belle image que vous nous faites là. Il y avait effectivement déjà une exception marocaine qui en faisait un pays à part du fait de sa stabilité politique, mais le Maroc est aujourd'hui aussi un modèle sur le plan économique. Jidi, l'un des exemples qui illustre tout ce que vient de nous dire George, c'est la Constitution de 2011. Cette constitution est un tournant décisif pour plusieurs raisons. Elle a fait du Premier ministre le chef du gouvernement, qui est choisi par le Parlement, puis nommé par le roi. Le chef du gouvernement a lui-même le pouvoir de nommer ou de révoquer les membres de son gouvernement. En quoi ces pouvoirs sont-ils aussi importants et quel est l'impact pour le citoyen marocain? C'est une excellente question, Adam. En effet, ces réformes constitutionnelles ont eu lieu il y a 10 ans, étaient très importantes pour le Maroc et son peuple, car c'était un accord de partage du pouvoir avec le roi qui a accordé certaines de ses prérogatives au peuple à travers le Parlement. Ilan, revenons encore une fois à l'idée de l'exception marocaine, en jetant un coup d'œil sur les pays voisins du Maroc, en Afrique du Nord et au Sahel. Nous constaterons beaucoup de différences. Il y a des protestations quotidiennes en Algérie, une guerre civile en Libye et une propagation du terrorisme et des zones de non-droit au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Quant à l'image du Maroc, elle est tout à fait différente. Le pays lutte efficacement contre le terrorisme, l'économie progresse et les investissements étrangers affluent. Qu'est-ce qui différencie le Maroc et en fait un pays à part dans cette région du Maghreb
et de l'Afrique du Nord? À mon avis, il y a plusieurs réponses possibles à cette question, mais je pense qu'il y en a principalement deux. La première concerne la forme des institutions au Maroc, où la monarchie est très respectée et Sa Majesté le Roi veille à ce que la politique soit futuriste, anticipative et en même temps conforme aux sentiments et aux attentes du peuple. Par conséquent, il n'y a pas de contradiction idéologique au sein de la société. Il existe un respect populaire pour les institutions de l'État et le gouvernement investit dans des institutions importantes, qu'elles soient civiles, économiques ou politiques. Il existe également une vision qu'on ne retrouve pas forcément dans de nombreux pays en Afrique. Il y a ce sentiment que le Maroc est conscient de l'endroit où il ira du point de vue géopolitique, régional et culturel. Sa Majesté le Roi a posé les premières pierres angulaires pour parvenir à réaliser cette vision. Par conséquent, vous trouvez un plan économique très important et ambitieux qui comprend le développement du nord du Maroc et la construction du port de Tanger Med. Il y a aussi une vision globale de ce qui se passera dans le sud du pays en termes de commerce et d'investissement. Tout cela est dans l'intérêt général, mais il mène aussi le Maroc dans une direction très positive et bien établie. C'est quelque chose qui unit le peuple et c'est une chose qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays. Bien, j'aimerais revenir sur les printemps arabes auxquels Jidi a fait référence. En 2011, l'onde de choc qui a secoué le monde arabe et tous les pays du Maghreb s'est fracassée contre le récif marocain. La monarchie en est même sortie renforcée. Elle a répondu en changeant et en réformant beaucoup de choses, notamment la Constitution. En quoi ces faits et ces événements ont-ils représenté un tournant historique important? Vous nous répondrez juste après une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre sujet d'aujourd'hui traite des changements qu'a connus le Maroc au cours des 10 dernières années et que le MRE, les Marocains résidant à l'étranger, pourront constater en rentrant chez eux cet été. Avant la pause, j'ai interrogé mon invité Ilan Berman sur les changements provoqués par le printemps arabe et sur la manière dont la nouvelle constitution marocaine a représenté un tournant historique. C'est à vous, Ilan. Je pense que c'est exact. Ce que nous avons vu durant le printemps arabe entre 2010 et 2011 était l'expression d'énormes aspirations populaires pour le bien-être économique et un plus grand pluralisme politique. Mais ce qui s'est passé ressemblait à ce qu'ont connu les grands mouvements de changement au cours du XXe siècle et du XXIe siècle, dans le sens que les éléments les plus organisés reculent et se confinent rapidement. Nous l'avons vu lors de la révolution bolchevique il y a 100 ans et lors de la révolution islamique en Iran en 1979. Et de plus en plus, nous avons assisté à un passage du courant du printemps arabe en 2011 à une certaine croissance de mouvements islamistes extrémistes qui réduisent les droits et les libertés individuelles des citoyens en faveur de leur propre vision islamiste. Tout cela a incité le Maroc à être plus prudent sur son avancée, mais avec beaucoup de succès, comme on a pu le constater, en établissant notamment un équilibre entre l'autorité de Sa Majesté le Roi et sa position religieuse fondée sur son héritage et sa position unique dans le monde islamique, en répondant à la conjoncture économique et aux revendications politiques du peuple. L'équilibre entre autorité religieuse, modernisation économique et modération politique était la formule magique dans l'expérience marocaine. Oui, il s'agit vraiment, comme vous l'aviez déjà indiqué, d'un leadership extraordinaire. Jidi, maintenant, le Maroc rouvre ses portes. Regardons vers l'avenir. On a assisté à une reconnaissance américaine de la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara, à l'ouverture de consulats dans les provinces du Sud et dans ces mêmes provinces, au lancement et à l'aboutissement de grands projets de développement, puis à la normalisation des relations avec Israël. De plus, le nouveau modèle de développement du Maroc va élever le degré de justice sociale. Comment voyez-vous le Maroc dans les 10 prochaines années? À quoi ressemblera-t-il en 2031? Écoutez, je suis très optimiste pour les 10 prochaines années au Maroc. Nous avons vu la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, sous l'administration de Donald Trump.
qui s'est poursuivi avec l'administration Biden. Nous voyons maintenant plus de 20 consulats généraux de différents pays ouverts dans les villes de Laayoune et de Dakhla. Je suis très optimiste également quant au nouveau modèle de développement du Maroc et la capacité du Royaume à doubler son PIB par habitant d'ici 2035. Je vois le Maroc grandir et continuer à jouer son rôle efficace de porte d'entrée principale vers l'Afrique pour l'Europe et les États-Unis. Je pense que les choses iront bien pour le Maroc au cours des 10 prochaines années. Restons sur ce point avec vous, Ilan. Nous parlons beaucoup du Maroc, mais ce qui est remarquable, c'est qu'une grande partie de la vision royale du développement et de l'économie tourne autour de l'Afrique. Djidi était optimiste pour le Maroc. Partagez-vous le même espoir à l'égard du continent africain? Vous attendez-vous à ce que dans les 10 prochaines années, le Royaume réalise sa vision africaine? Je pense que ceci demeure la question clé. L'Afrique deviendra certainement la région la plus dynamique concernant la politique et les débats régionaux sur la sécurité au cours des 2 prochaines décennies. Les nations africaines sont les plus jeunes du monde et la population du continent africain va doubler d'ici la fin du siècle. Cela offrira certes de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités politiques, mais cela comportera aussi des nouveaux risques car la pauvreté est toujours là et il existe de nombreux problèmes d'inégalité. Cela fait du Maroc un trait d'union très important en Afrique, car Sa Majesté le Roi s'en est rendu compte il y a quelque temps et a lancé ce qu'on appelle la stratégie du Sud pour tenter de traduire l'expérience économique marocaine positive en une plus grande prospérité vers le sud du continent. C'est ce que je considère comme une vision progressiste et une politique extérieure prospective qui est très importante car au cours des 2 prochaines décennies, nous verrons davantage d'intérêt international pour le continent africain. Ainsi, le Royaume du Maroc aura l'avantage de tracer les limites de ce que sera l'avenir du continent africain. Merci pour cet éclairage au sujet de la politique extérieure. Mais maintenant, j'aimerais aussi, Ilan, que vous nous parliez du rôle de la diaspora marocaine pour l'avenir du Maroc. Comment voyez-vous sa contribution au développement économique et politique du pays? Écoutez, les Marocains résidant à l'étranger revêtent une grande importance pour le Maroc ces derniers temps. C'est le cas aussi pour les Juifs marocains résidant en Israël dans le sillage de la normalisation avec l'État hébreu. Cet événement n'était pas une surprise, mais le Maroc a décidé de l'annoncer en décembre après une succession de développements survenus il y a quelque temps, mais aussi en raison de la présence d'une communauté active de Juifs marocains en Israël. Ces derniers formaient un lien qui s'est exprimé publiquement. Il y a aussi une grande communauté de Marocains résidant aux États-Unis. Ce que je vois déjà exister, c'est l'intérêt économique, le tourisme, la participation aux investissements financiers, que ce soit de la communauté de Juifs marocains en Israël ou des Marocains résidant aux États-Unis. Mais ce que je ne vois pas jusqu'à présent, c'est une activité politique organisée des Marocains, par exemple ici aux États-Unis, pour promouvoir et rehausser le profil du Royaume du Maroc aux États-Unis. J'espère que cela se fera dans les 10 prochaines années, car il y a un vrai besoin d'une voix importante en faveur de l'image du Maroc auprès des Américains, notamment vis-à-vis du Congrès. Surtout quand il s'agit du Congrès, à coup sûr. Je vous pose ici la question à vous tous. Je commence par vous, Djidi. Quels sont les principaux défis auxquels le Maroc est confronté et comment pensez-vous qu'il va les relever? I think the top challenge that Morocco faces is actually water scarcity. We had a whole program on this last year where we had Lincoln Bloomfield. Je pense que le défi le plus important auquel le Maroc est confronté est celui de la pénurie d'eau et nous avons consacré l'année dernière un épisode entier dans lequel Lincoln Bloomfield a parlé des défis de l'eau au Maroc. Le royaume dépend principalement de l'eau des pluies pour l'agriculture. Il ne pleut pas beaucoup au Maroc. Par conséquent, le royaume a développé une série de barrages pour aider à faire face à ce problème, ainsi que des projets de dessalement de l'eau. Je pense que la pénurie d'eau sera un problème majeur, car le Maroc exporte de nombreux produits agricoles vers l'Europe et les États-Unis, où vous pouvez trouver des sacs d'oranges
de mandarine marocaine. En conséquence, je pense que la pénurie d'eau est le défi le plus important qui nécessite de poursuivre le développement des infrastructures pour assurer la préservation de la culture et de la vie de 37 millions de Marocains, ainsi que de continuer à réduire les fuites des conduites d'eau utilisées dans l'agriculture au Maroc. Cela constitue un défi majeur. Qu'en pensez-vous, Ilan? Écoutez, je pense que le plus grand défi auquel le Maroc est confronté est celui de la Chine. Ici, aux États-Unis, nous nous dirigeons vers une plus grande concurrence avec la Chine. Les paramètres de cette concurrence ne sont pas encore déterminés, mais elle a des dimensions politiques, militaires, économiques et peut se poursuivre pendant des années, voire des décennies. Le Royaume du Maroc se trouve dans une situation intéressante comme beaucoup d'autres alliés des États-Unis. Le Maroc n'a pas encore décidé quel camp choisir et tente d'équilibrer ses relations avec Washington et Pékin. Néanmoins, la stratégie économique marocaine pour que le Maroc devienne un pôle majeur de commerce, de transit en Afrique et de transit d'énergie vers l'Europe a fait du Royaume un atout majeur pour lequel la Chine et les États-Unis sont en concurrence. De plus, je pense que le travail continu du Maroc pour parvenir à cet équilibre entre Washington et Pékin accaparera beaucoup de temps dans les années à venir. JD, Ilan a déclaré que le Maroc devra choisir entre la Chine et les États-Unis. Est-il obligé de le faire? Je pense que la Chine va certainement essayer de le faire, comme nous en avons déjà parlé dans le cadre de cette émission. La Chine investit beaucoup à travers l'Afrique et on voit des équipes chinoises de travail, l'Afrique subsaharienne en particulier, sur d'énormes projets d'infrastructure. Je pense que la Chine préférait avoir le Royaume du Maroc à ses côtés plutôt que de le voir aux côtés des États-Unis. De ce fait, je suis d'accord avec Ilan que c'est un défi majeur pour le Maroc, car la Chine va certainement essayer de le pousser à faire un choix. Ilan, il ne nous reste plus que quelques minutes. Vous avez soulevé la question de la Chine comme l'un des plus importants défis. Mais nous savons bien que le roi a sa propre vision pour diriger son pays avec le soutien des partis politiques et de la société civile. Parlons à présent des puissances extérieures. Nous avons la Chine, nous avons également l'Europe, qui est le principal partenaire commercial du Maroc, ainsi qu'un partenaire politique important. Nous avons aussi les États-Unis, l'un des plus grands alliés stratégiques du Royaume. Et nous avons enfin Israël. Comment voyez-vous cet ensemble de partenaires? Est-ce qu'ils participent à la réalisation de la vision marocaine? Je pense que c'est un point très important, mais pour être clair, le Royaume du Maroc a déjà choisi. Lorsque j'y étais au mois d'avril, j'ai entendu de nombreux responsables s'exprimer et dire que ce n'était pas correct de dire que le Royaume n'a pas décidé de choisir. Il a déjà fait son choix, du moins d'un point de vue politique, en optant pour l'Occident. La réalité géopolitique va aussi dicter de nombreuses choses. En effet, la relation entre les États-Unis et le Maroc est une relation historique et durable, mais elle dépendra dans les années à venir de l'étendue de l'intérêt des États-Unis pour l'Afrique. S'ils vont construire une stratégie envers l'Afrique et s'ils vont aider leurs partenaires comme le Maroc sur le continent africain à se prendre en main. Il ne semble pas, du moins pour l'instant, qu'il y ait un appétit au Congrès ou à la Maison-Blanche pour bâtir une véritable stratégie qui puisse être maintenue en Afrique. Je pense que cela est une grosse erreur car l'objectif ici devrait être, s'agissant d'une région turbulente et importante comme l'Afrique, que Washington choisisse un pays attrayant comme le Maroc et lui permette d'agir au mieux. Qu'en est-il des relations avec Israël, brièvement, s'il vous plaît? I think those relations are going to be durable and they're going to be dynamic. You're already seeing it. Écoutez, je pense que ces relations vont acquérir un caractère permanent et dynamique. Nous avons déjà vu le nombre de vols et de billets d'avion qui ont été achetés. Tous les vols de Tel Aviv à Casablanca ont été réservés pour toute la période estivale. Chose qui montre bien l'appétit ouvert des Israéliens et des Juifs marocains pour revenir à leurs racines et à l'héritage marocain, ce qui est une question importante et extrêmement positive.
think that's enormously positive, and I think Je pense d'autre part que Sa Majesté le Roi a franchi le pas de la normalisation avec Israël et au fil du temps que nous avons réalisé que c'était un pari stratégique caractérisé par la sagesse. Nous avons pu écouter aujourd'hui des analyses approfondies à propos des changements que le Maroc a connus au cours des 10 dernières années, de la vision royale du changement et des efforts déployés par toute la société afin de parvenir à réaliser cette vision. Je dirais pour conclure que le Maroc a changé et est passé de la situation de l'exception à celle de l'exemplarité. Outre la stabilité et le développement interne au royaume, le Maroc reste un acteur clé du continent africain. Ce qui ne changera certainement pas dans les années à venir, c'est la relation étroite entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique. Et comme l'a souligné Georges, il en a toujours été ainsi dans l'histoire et cette proximité ne changera certainement pas demain, ni durant les dizaines d'années à venir. Je tiens à remercier notre invité Ilan Berman. Merci également à nos deux chroniqueurs, Judy Gordon et George Landry. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine avec le Maroc depuis Washington. À très bientôt.